Le nombre de mystères non résolus qui restent à expliquer est stupéfiant. Comme souvent avec la nature humaine, nous chercherons toujours des réponses à ces événements inexplicables. Qu'il s'agisse d'observations de créatures non identifiées, de crimes jamais résolus ou de disparitions jamais expliquées, notre intérêt pour ces mystères ne diminuera jamais. Numéro 10. La forêt amazonienne est l'un des endroits les plus mystérieux de notre planète. Des scientifiques, des archéologues et des explorateurs ont visité la forêt pendant des décennies. Et bien que de nombreuses découvertes remarquables aient déjà été faites, jusqu'à 80% de l'Amazonie reste inexplorée. Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant que certaines découvertes inexpliquées aient été faites dans la forêt au fil des ans, dont l'une concerne 450 géoglyphes étranges qui ont été découverts au cours du dernier quart de siècle. Les géoglyphes sont des motifs ou des figures de grande taille, comme des animaux ou des humains, qui sont créés sur le sol à l'aide de pierres, de gravier ou en creusant directement dans la terre. Ces motifs ont été découverts dans des régions du monde entier, dont beaucoup n'ont jamais été expliqués. Les géoglyphes qui ont été découverts n'auraient probablement jamais été trouvés, mais l'abattage des arbres et d'autres végétaux dans la région a révélé une grande partie du sol, dont certains contiennent ces images étranges. On suggère désormais que les habitants de la forêt d'il y a des millénaires géraient bien la terre avant de partir et de laisser la nature reprendre ses droits. En fait, il a été suggéré qu'ils étaient plus habiles à gérer la terre que nous ne le sommes à l'époque moderne. Les géoglyphes ont été découverts sur une superficie de 13 000 km². Il est donc très probable qu'ils aient été réalisés par différentes tribus pour des raisons différentes. La plupart ont été creusés dans la terre et mesurent environ 11 mètres de large et 4 mètres de profondeur. La plupart ont été créés en cercle, ovale ou carré, d'autres sont plus rudimentaires. Elles ont été découvertes pour la première fois lorsque des éleveurs de bétail de la région ont commencé à défricher des terres pour que leurs animaux puissent paître. Et ils sont restés perplexes quant à la signification de ces formes, tout comme les scientifiques le sont aujourd'hui. Alors que quelques-unes ont été découvertes par des personnes sur le terrain, beaucoup d'autres ont été repérées grâce à des images satellites. Cette vue aérienne a offert aux chercheurs une bien meilleure perspective des formes, mais personne n'a encore réussi à déterminer à quoi servaient les géoglyphes à l'époque où ils ont été créés. De plus, il reste un mystère de savoir comment les anciens ont pu réaliser des formes aussi grandes avec une telle précision. On pense que les formes n'ont pas été créées près des villages, car presque aucun artefact humain n'a été retrouvé à proximité. Il a été suggéré qu'elles indiquent les zones où se tenaient autrefois des rassemblements publics, ou qu'elles étaient les lieux d'activités religieuses comme des rituels, mais cela reste de la spéculation, car rien n'a été trouvé sur ces sites pour confirmer cette théorie. Un autre facteur qui laisse les experts perplexes est le fait que ces anciens peuples savaient, d'une manière ou d'une autre, comment enlever les arbres et la végétation pour créer les géoglyphes sans nuire à l'environnement environnant. Ils appliquaient des méthodes préservant la santé de la forêt, contrairement à la déforestation actuelle en Amazonie. Considérez le fait que 450 de ces géoglyphes ont été découverts et que la forêt n'a en aucun cas été endommagée. Et il devient évident que ces tribus anciennes avaient compris comment créer ces formes sans causer de dommages durables à leur environnement. Numéro 9. Trouver un fossile datant de millions d'années doit être un sentiment incroyable pour tout archéologue. Mais imaginez découvrir un fossile tellement déroutant qu'aucun expert n'est capable d'identifier l'animal auquel il appartenait. C'est ce qui est arrivé à un archéologue amateur nommé Ron Finn en 2011, et sa découverte continue de dérouter même les plus grands esprits du domaine. Ron fait partie d'un groupe appelé les Dry Dredgers, une association basée à l'université de Cincinnati. Il est composé uniquement d'archéologues amateurs, et sa découverte a été la plus remarquable que le groupe ait faite jusqu'à présent. Ils ont aussi assisté des paléontologues professionnels dans leur découverte pendant près de 7 décennies et ont grandement contribué à l'archéologie. Mais on ignore encore quelle sera l'importance de la découverte du fossile de Godzilla, car les experts ne savent toujours pas ce que c'est. La zone de Cincinnati où il a été trouvé était recouverte par une mer peu profonde il y a 450 millions d'années. On pense que cette créature vivait dans cette mer à l'époque, mais elle reste énigmatique puisqu'il s'agit du seul exemple jamais découvert. Cela semble presque trop improbable pour être cru, étant donné la taille de la créature, ce qui a conduit à ce qu'elle soit nommée Godzillas, d'après le monstre du film Godzilla. L'organisme mesurait environ 2 mètres de long et possédait plusieurs structures elliptiques en forme de lobe sur son corps.
Lorsque Ron est tombé sur le fossile, il a immédiatement su que c'était différent de tout ce que l'on avait vu auparavant. Il l'a comparé à un cactus saguaro en apparence, ce qui était logique puisque ce cactus possède des branches aplaties qui ressemblent aux lobes trouvés sur le fossile. Il a tout de suite compris que ce fossile était différent de la plupart des fossiles trouvés dans la région et s'est enthousiasmé d'avoir découvert quelque chose d'inédit. À la différence des autres fossiles lisses découverts, celui de Godzilla montre une surface texturée. Au fur et à mesure que le fossile était dévoilé, il est devenu évident qu'il ne ressemblait à rien de ce qui avait été découvert dans cette région au cours des 200 dernières années, ce qui correspond à la durée pendant laquelle les paléontologues y effectuent des fouilles. Il a été confirmé que Godzillus est bien de nature biologique, mais même les experts les plus chevronnés n'ont pas pu déterminer s'il s'agit d'une plante, d'un animal ou d'un type d'algue qui prospérait dans la région il y a des millions d'années. Une fois qu'il a été extrait du sol, Ron a commencé à assembler minutieusement les centaines de sections jusqu'à ce qu'elles forment un ensemble cohérent. On espère que cela révélera davantage de choses sur l'organisme, mais même après cela, lui et ses collègues experts n'étaient pas plus avancés pour l'identifier. Ron pense qu'il était debout avec des membres, qu'il nomme branches, s'étendant dans plusieurs directions. Il a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un type primitif de varech ou d'algues qui poussaient dans la mer à l'époque, et que ce spécimen en particulier avait, d'une manière ou d'une autre, atteint une taille bien plus grande que les autres. D'autres chercheurs ont noté la présence de sortes d'écailles en surface, mais ils assurent qu'il ne s'agissait pas d'un poisson, car il ne contient aucun os. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une éponge, mais comme on ignore s'il s'agit d'une plante ou d'un animal, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour obtenir des réponses. Numéro 8. L'affaire de la disparition de Jacques Vergès est un mystère qui n'a jamais été résolu, et les activités de cet avocat controversé pendant sa disparition restent inconnues. Beaucoup soupçonnent qu'il trempait dans des affaires louches, sa réputation n'étant pas la meilleure. Mais comme Vergès n'a jamais évoqué sa disparition, les autorités n'en savent pas plus. Vergès était un avocat français qui a finalement été évincé en tant que communiste et militant anticolonialiste. Plus jeune, il a été résistant français durant la Seconde Guerre mondiale, mais sa réputation a vite chuté quand il est devenu avocat de la défense. Il est devenu célèbre comme l'avocat du diable, car il semblait défendre les criminels de guerre, les communistes, et en général, ceux que la société pensait devoir rester en prison à vie. Il a adopté une stratégie connue sous le nom de défense de rupture, au cours de laquelle il détruisait le dossier monté contre son client en sapant l'autorité du tribunal. Beaucoup pensaient que Vergès permettait la libération de criminels dangereux pour ruiner la vie de bien d'autres personnes et qu'il aurait mieux valu qu'il reste introuvable. On dit que les affaires dans lesquelles il a été impliqué en Algérie étaient ses plus marquantes et ses plus réussies. À cette époque, il a défendu des membres du Front de Libération Nationale algérien pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et il a fait partie d'une équipe d'avocats qui défendait jusqu'à 6000 accusés. C'est là qu'il a employé pour la première fois la défense de rupture, impressionnant certains par son ingéniosité. La plupart le considéraient comme corrompu et sournois, et de nombreuses menaces de mort ont été proférées contre lui. Dans les années 1960, il a soutenu le nouveau gouvernement algérien et pris parti pour les révolutionnaires de gauche. Son épouse Jamila Bouhired était une nationaliste et militante algérienne célèbre, devenue une héroïne nationale pour ses actions atroces à Alger en 1957. Beaucoup de gens pensent que Virgui est devenu mécontent de vivre dans son ombre, et il a commencé à défendre les militants palestiniens. On l'entendait aussi souvent glorifier les attaques menées par des militants, et il est rapidement devenu détesté par des millions de personnes. En 1970, il a dit à sa femme et à ses amis qu'il devait se rendre en Espagne pour ce qu'il appelait un voyage de routine. Et ce fut la dernière fois qu'on le vit pendant 8 longues années. Durant la plupart de cette période, on pensait que sa réputation l'avait rattrapé et qu'il était mort. Mais en 1978, il est soudainement réapparu et a repris sa vie comme si de rien n'était, sans donner aucune explication sur l'endroit où il se trouvait pendant tout ce temps. Sa femme et ses enfants étaient convaincus qu'il avait soit été placé en détention, soit que ses détracteurs s'étaient débarrassés de lui. Interrogé sur sa disparition, il a simplement répondu être discret, ajoutant « Je suis passé de l'autre côté du miroir pour y faire mon apprentissage ». Personne ne comprend sa déclaration et ses propos suivants ont encore embrouillé la situation. À une occasion, il a déclaré à un média qu'il aimait les serpents parce qu'ils sont de nature secrète, tout comme lui.
Il a ajouté se sentir proche des serpents car ils aiment l'obscurité et vivent seuls. Virgin a succombé à une crise cardiaque fatale le 15 août 2015, emportant avec lui le secret de sa disparition. Et il est probable que nous ne saurons jamais où il se trouvait, ni ce qu'il faisait pendant les 8 années où il était présumé décédé. Numéro 7. Nous connaissons tous la fameuse question. Si un arbre tombe dans une forêt sans témoin, fait-il du bruit ? C'est une expérience de pensée intéressante qui n'aura jamais de réponse définitive. Un peu comme un mystère impliquant des arbres tombés qui s'est produit à Washington en 2018. L'événement s'est produit près du lac Quinault, qui se trouve sur la péninsule olympique dans l'État de Washington, plus précisément dans la vallée de Quinault, au Parc national olympique. La région est accessible aux randonneurs à la journée, mais le nord du lac compte surtout des maisons privées. La région est aussi célèbre pour ses 3 conifères géants, les plus grands spécimens connus de leur espèce. Certains de ces arbres ont plus de 1000 ans et s'élèvent dans le ciel comme des gratte-ciel. Les arbres de cette région sont réputés pour leur force et leur résistance, ce qui rend le mystère de ce qui s'est passé le 27 janvier 2018 d'autant plus perplexe. Au cours de cette matinée, une force d'une certaine nature a réussi à déraciner jusqu'à 110 de ces arbres, et aucune explication n'a été trouvée. La première hypothèse était qu'un vent violent avait balayé la région et que les arbres n'avaient pas pu y résister. Les stations météorologiques voisines ont confirmé qu'aucun vent de ce type n'avait été enregistré dans la région à ce moment-là. Les systèmes radars n'ont également montré aucun signe de vent de ce type, et l'événement le plus significatif enregistré était la rencontre de systèmes de haute et basse pression. Des experts suggèrent que les arbres ont été renversés par une micro-rafale. Lorsqu'une micro-rafale se produit, un vent descendant est créé qui s'abat ensuite sur le sol en dessous, et il est peu probable qu'il ait eu assez de force pour faire tomber les arbres, compte tenu de leur âge et de la profondeur de leurs racines. Si les arbres avaient effectivement été renversés par le vent, il aurait fallu que celui-ci atteigne jusqu'à 130 km/h pour provoquer les dégâts constatés, et aucune telle vitesse n'a été enregistrée ce matin-là. Les experts ont été surpris que la chute des arbres ait eu un impact au sol suffisant pour être enregistré comme un léger séisme sur l'échelle de Richter. Lorsque les arbres abattus ont été découverts, leurs troncs étaient éclatés, et en raison de leur hauteur et de leur poids, cela a causé certains dégâts. Les lignes électriques y sont tombées, et la North Shore Road est devenue inaccessible, bloquée par d'immenses arbres. Certains ont comparé ce mystère à l'événement de la Tunguska, résolu plus tard en découvrant qu'une énorme météorite avait explosé dans l'air. Lors de cet événement, il a vite été établi qu'une explosion en était la cause, contrairement aux arbres abattus dans le Parc national olympique, qui restent sans explication. On sait que les arbres sont tombés exactement à 1h26 du matin ce matin-là, puisque c'est à ce moment-là que l'activité sismique a été enregistrée. Mais cela n'a pas permis aux experts de résoudre le mystère. Cependant, ils ont juré de continuer à enquêter dans l'espoir que la cause soit déterminée un jour. Numéro 6. La tête de pierre du Guatemala est un artefact qui a été documenté dans les années 50 et depuis lors, les experts essaient de découvrir par qui elle a été créée, comment elle est arrivée dans la région où elle a été découverte et qui elle était censée représenter. Longtemps, on ignorait la zone où la tête avait été trouvée, on savait juste qu'elle était dans la jungle guatémaltèque. Jusqu'en 1987, lorsque le propriétaire du terrain où la tête a été découverte a essayé d'en savoir plus à son sujet. Il a envoyé une photo de l'étrange artefact, accompagnée de sa description, au docteur Oscar Rafael Lara, qui était non seulement avocat, mais aussi notaire et docteur en philosophie. Le propriétaire a indiqué que la photo datait des années 50. L'explorateur David Hatcher Childress a appris la découverte en lisant une lettre d'information intitulée « Ancient Skies ». Il a décidé qu'il voulait enquêter lui-même sur la découverte et il a donc contacté le docteur Lara. Lara a déclaré qu'il avait réussi à retrouver le propriétaire du terrain et l'a identifié comme faisant partie de la famille Bianer. Il a ajouté que la tête de pierre se trouvait à environ 10 km d'un village de La Democracia et Childress a immédiatement commencé à faire des plans pour se rendre dans la région. Mais sa joie fut de courte durée car il reçut bientôt des nouvelles du docteur Lara. Lorsqu'il arriva enfin sur le site pour inspecter la pierre, on lui annonça que tout le site avait été détruit. Les révolutionnaires avaient détruit la tête il y a plus de 10 ans, l'utilisant comme cible pour des exercices de tir. La bouche, les yeux et le nez de la statue avaient été détruits, mais Lara a tout de même pu prendre quelques mesures.
Il a indiqué à Childress qu'elle mesurait 16 pieds de haut et que la tête avait aussi un cou. Peu de temps après son expédition, des combats ont éclaté dans la région et Lara n'a pas pu revenir. Ainsi, les mystères de la tête de pierre restent sans réponse à ce jour. Certains aspects de la statue intriguent les experts qui risquent de ne jamais trouver les réponses recherchées. Tout d'abord, les personnes qui ont créé la pierre semblaient posséder des connaissances supérieures en la matière, bien que nous n'ayons aucune idée de qui elles étaient, puisqu'il n'existe aucun récit historique permettant de les identifier. Deuxièmement, les traits du visage de la statue n'ont aucun sens, car les photos envoyées au docteur Lara montraient qu'elle avait des traits caucasiens, ce qui n'aurait pas dû être possible, puisque aucun explorateur caucasien n'était arrivé dans cette région à l'époque où la tête a été sculptée. De plus, aucune des personnes vivant dans cette région à l'époque n'aurait eu de tels traits du visage, ce qui amène certains à penser que d'autres forces étaient en jeu lors de sa création. Les historiens ont rejeté l'idée d'une quelconque influence extraterrestre, comme cela a été suggéré par certaines publications peu sérieuses et des émissions de télévision. Et ils continuent de chercher des réponses plausibles, mais aucun progrès n'a été réalisé au cours des décennies qui ont suivi. Numéro 5. Les disparitions massives sont un sujet à la fois terrifiant et fascinant. Plusieurs disparitions similaires ont eu lieu dans le monde au fil de l'histoire, mais un seul cas s'est produit en Suède. L'affaire concerne 3 hommes, Gay Carlson, Jen Dalsha et Kjell Johansson, qui se connaissaient en tous puisqu'ils travaillaient tous dans un chantier naval à Göteborg. Cependant, le 29 juillet 1965, ils ont fait quelque chose qui n'a jamais été expliqué. Et cela reste l'un des mystères les plus déroutants de la Suède. Après leur service cet après-midi-là, les 3 hommes ont pris la voiture du frère de Dalsha, une Evolvo, et ont été vus montant à bord avant de partir. C'est là que l'affaire devient assez compliquée, car on pense qu'elle est liée à une autre affaire de ce même jour, même si aucune preuve de cela n'a jamais été trouvée. Ce même après-midi, un jeune homme de 18 ans appelé Jumnir Lundvest se rendait à Lysakill en passant par Göteborg, mais il ne possédait pas de voiture. À la place, il a décidé de faire de l'autostop et à un moment donné, sa famille a reçu une carte postale de sa part qui disait simplement « Tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Les 3 hommes dans la Volvo ne sont ni rentrés chez eux, ni ne se sont présentés à aucun de leurs postes suivants. Leurs amis et leurs familles les ont signalés disparus séparément, donc on ne sait pas s'ils étaient ensemble lorsqu'ils ont disparu, même si cela semble très probable, et les autorités pensent que c'est le cas. Quant à Lundvest, il n'a jamais été revu, et comme sa disparition n'a été signalée que plus tard, on ne sait pas si les 2 affaires sont liées. On pense que les 3 ouvriers du chantier naval circulaient en Volvo lorsqu'ils ont croisé Lundvest et l'ont pris en stop. Aucun des 3 n'avait de permis, donc ils ont peut-être eu un accident et fini dans un lac ou un autre plan d'eau. On pense qu'ils voulaient rentrer chez eux ce jour-là pour plusieurs raisons. Les 3 hommes ont abandonné toutes leurs affaires, y compris argent et papiers d'identité. L'un des 3 venait d'avoir un bébé avec sa femme et selon sa famille, il ne les aurait jamais quittés volontairement. Une autre théorie avancée est que les disparitions seraient d'une certaine manière liées à un crime commis dans la ville le même jour. 2 hommes avaient tenté de cambrioler une banque lorsqu'ils ont été accostés par les employés de la banque, qui ont commencé à leur lancer des pierres alors qu'ils prenaient à la fuite. Les braqueurs ont retiré leurs vêtements pour révéler des équipements de plongée sous-marine, montrant clairement leur intention de fuir sous l'eau. Mais l'un des hommes, blessé par le tir accidentel de son arme, n'a pas pu fuir. Lui, son complice et un 3e homme ont finalement été arrêtés. Bien que beaucoup pensent à un lien avec la disparition massive, aucune preuve reliant les 2 incidents n'a jamais été trouvée. Au fil des années qui ont suivi, des rapports ont indiqué que Lundvist aurait été aperçu aussi loin qu'à Singapour. Mais aucune de ces observations n'a jamais été confirmée, et il demeure porté disparu, tout comme les 3 amis du chantier naval. Étonnamment, un homme portant un des pulls de Carlson a été retrouvé dans son appartement quelques jours après sa disparition. Il a affirmé que Carlson était vivant, en bonne santé et qu'on pouvait le trouver dans le quartier des pubs. Mais cette piste n'a rien donné, et l'inconnu n'a jamais été identifié, laissant les affaires non résolues. Numéro 4, la disparition de Yeon Song, âgé de 21 ans, connu de ses amis et de sa famille sous le nom de Cindy, continue de frustrer les autorités, car elles n'ont pas réussi à comprendre ce qui lui est arrivé en 2001. À l'époque, Cindy était étudiante à l'université Penn State. Elle était en dernière année et étudiait les arts intégrés lorsqu'elle a soudainement disparu, sans jamais être revue ou entendue à nouveau. Elle avait 2 emplois et se préparait à obtenir son diplôme au printemps suivant.
Mais elle ne pourra jamais réaliser ses projets à cause d'un événement inexplicable survenu une nuit. Le 31 octobre de cette année-là, elle a décidé de sortir avec quelques amis pour fêter Halloween. Elle portait un costume de lapin composé d'une jupe noire, d'un haut blanc et d'oreilles de lapin qu'elle portait sur la tête. Selon les témoignages, le groupe a passé un bon moment et est rentré chez lui juste avant 4 heures du matin. Elle et une amie sont allées à son immeuble où elle a été déposée peu avant 4 heures du matin. Son amie a attendu qu'elle entre dans l'immeuble avant de repartir en voiture et ce qui s'est passé ensuite reste inconnu. Après que la disparition de Cindy a été signalée, les enquêteurs ont visité son appartement et ont été stupéfaits par leur découverte. Elle était clairement rentrée dans l'appartement puisque son sac à dos avait été laissé près de sa porte d'entrée. Elle avait laissé son téléphone à sa place habituelle et retiré les faux cils qu'elle portait à la fête. Par conséquent, on pense qu'elle avait commencé à se préparer pour aller se coucher quand quelque chose s'est produit, entraînant sa disparition. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivaient, il est devenu évident que son sac à main, sa carte d'identité, ses cartes de crédit et le costume de lapin qu'elle portait étaient tous manquants. L'appartement a été trouvé en bon état et aucun signe d'effraction n'a été découvert. Ses voisins interrogés ont affirmé n'avoir entendu aucun bruit étrange ni vu de personne suspecte ce matin-là dans l'immeuble. Personne n'a jamais suggéré qu'elle ait décidé de disparaître de son propre gré, car c'était une personne très fiable et elle ne serait jamais partie de l'université sans en informer sa famille. Elle réussissait dans toutes ses matières, il n'y avait donc aucune raison qu'elle disparaisse. Plusieurs appels ont été lancés pour que toute personne ayant des informations sur son affaire se manifeste, mais aucun témoin ne l'a jamais fait. Quelqu'un a alors alerté la police après avoir vu une femme correspondant à sa description forcée à monter dans une voiture à Chinatown, Philadelphie. Cette piste n'a jamais abouti et il n'a jamais été confirmé si la femme enlevée était Cindy. En 2003, un homme nommé Paul Wickley a déclaré que Cindy avait été enlevée par Hugo Selinski, un criminel bien connu en Pennsylvanie à l'époque, avec Michael Kierkowski. La maison de Selinski dans le comté de Luzerne a été fouillée et les enquêteurs ont trouvé des preuves de crimes odieux qui y avaient été commis, mais rien ne les reliait à l'affaire de Cindy. On ignore toujours si un acte criminel est à l'origine de sa disparition et le sort de Cindy reste un mystère. Son numéro de dossier est MP 3088 et toute personne ayant des informations supplémentaires sur sa disparition est priée de contacter la police de la commune au 814 237 1172. En mentionnant le numéro de dossier de l'agence 37 13 711. Numéro 3. En 2008, Christine Walters, âgée de 23 ans, étudiait la botanique et l'ethnobotanique à l'université du Wisconsin. Elle était connue pour rester en forme en pratiquant le yoga et le pilate, et elle avait même commencé à donner quelques-uns de ses cours pour gagner un peu d'argent en plus. Pendant les vacances de printemps, alors qu'elle était loin de l'université, elle a décidé de prolonger son congé afin de pouvoir faire un voyage à Portland, dans l'Oregon. On sait qu'elle a quitté Deerfield, Wisconsin, pour arriver à Eureka, Californie, où elle a passé un certain temps avec des amis. D'après ses amis, pendant qu'elle était là-bas, elle a commencé à s'intéresser à la spiritualité, au mode de vie alternatif et à l'état de l'environnement. Elle avait promis à sa famille de rester en contact là-bas et un temps a tenu parole. Mais avec le temps, il recevait moins de nouvelles d'elle. Quand elle appelait, c'était souvent pour demander de l'argent car elle était sans emploi et souvent à court d'argent. Un habitant de la ville d'Arcata appela la police le 12 novembre de cette année-là pour signaler que Christine s'était présentée à sa porte. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont été choqués de la trouver nue, couverte de griffures et désorientée. La police est venue la chercher à la maison et l'a emmenée à l'hôpital Saint-Joseph où le personnel a remarqué qu'elle semblait avoir peur de quelque chose. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait tant effrayée, elle a déclaré que quelqu'un la poursuivait, mais elle n'a pas pu dire qui ni ce qui lui avait fait croire cela. Elle ne se souvenait pas clairement des événements avant qu'on la retrouve à la maison, répétant que ses poursuivants la retrouveraient partout. Lorsque le personnel de l'hôpital a estimé Christine assez rétablie, elle a été conduite dans un motel. Elle a déclaré qu'elle ferait des plans pour rentrer chez elle pendant son séjour au motel, et après avoir contacté sa famille, ils ont déposé 1 000 $ sur son compte bancaire pour un billet d'avion et d'autres dépenses. On sait qu'elle a visité un centre de photocopie à Eureka, sa mère y ayant envoyé des documents pour le vol. Elle a été vue sur les images de vidéosurveillance et semblait nerveuse, serrant fermement les papiers contre sa poitrine avant de quitter le magasin. L'argent qui avait été déposé sur son compte n'a jamais été utilisé.
Et lorsque sa famille n'a pas eu de ses nouvelles au 17 novembre, elle a contacté la police pour signaler sa disparition. Au cours des recherches qui ont suivi, son sac à dos a été retrouvé au Green Evolution Center à Arcata. Les enquêteurs ont retrouvé à l'intérieur la pièce d'identité et l'argent qu'elle avait signalé perdu. Il est probable qu'elle ait laissé le sac à dos là, avant d'être emmenée à l'hôpital, car elle le faisait avant chaque randonnée dans l'Arcata Community Forest. L'enquête qui a suivi a révélé que Christine avait participé à une cérémonie illégale avant de devenir désorientée. On pense qu'elle a ingéré une substance illégale et une substance contrôlée, puis qu'elle a halluciné. Ces substances provoquent souvent confusion, paranoïa et manie, surtout chez les personnes souffrant de troubles mentaux. Christine reste introuvable et sa famille désespère d'obtenir des réponses. Quiconque a des infos pour retrouver Christine doit contacter le bureau du shérif du comté de Humboldt. 707-445-7251. Le numéro de dossier NAMUS de Christine est MP 5477. Numéro 2. Habituellement, lorsque quelqu'un signale avoir vu des lumières étranges dans le ciel et pense que la source est un engin extraterrestre, il est accueilli avec un certain scepticisme. Un prêtre anglican ayant rapporté un incident en Papouasie-Nouvelle-Guinée, beaucoup jugent son témoignage authentique. En 1959, le prêtre australien William Gill a écrit une lettre à l'un de ses amis, le révérend David Dury, dans laquelle il a décrit quelque chose d'à peine croyable. Il a commencé la lettre en affirmant être de plus en plus convaincu que la Terre était visitée par des extraterrestres en raison des nombreux témoignages crédibles récents dans la région. Il a précisé que la majorité des témoignages provenaient d'observations à Boyanae et que plusieurs engins avaient plané au-dessus du mont Puti. Il a expliqué qu'il avait également vu quelques-unes de ces lumières le 9 avril de cette année-là et qu'elles étaient apparues dans plusieurs endroits différents au cours de la nuit. Gill était sceptique, mais après avoir vu les lumières, il était convaincu qu'il se passait quelque chose d'étrange dans le ciel au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a précisé qu'il lui fallait encore des preuves scientifiques avant d'attribuer ces lumières à une activité extraterrestre. Il a suggéré qu'elles étaient causées par une sorte d'anomalie électrique ou que les détonations atomiques à Nagasaki et Hiroshima, survenues près de 15 ans plus tôt, en étaient d'une certaine manière responsables. Il a reconnu que son assistant avait vu un engin en forme de soucoupe en observant ces lumières étranges. Il a suggéré que son esprit lui jouait des tours, ayant sans doute déjà vu cette image dans un livre ou magazine. De plus, il pensait que si ces engins existaient, ils étaient sûrement radiocommandés, car il doutait qu'ils puissent contenir quelque chose de la taille d'un homme. Les sentiments de Gill à ce sujet étaient clairs, mais le lendemain, il a changé d'avis. Dans une seconde lettre à Dury, il déclara que la nuit précédente, il avait fait observer ces soucoupes par un groupe de personnes pendant environ 4 heures, et qu'à présent, il n'avait plus aucun doute qu'elles contenaient des pilotes non humains. Il rapporta qu'à 18h45, ils ont vu une lumière brillante dans le ciel, tout comme beaucoup d'autres personnes qui s'étaient rassemblées pour voir ce qui allait se passer. Un engin en forme de soucoupe à 4 pieds d'atterrissage s'est approché et a plané au-dessus du groupe. À l'intérieur, ils ont vu 4 créatures étranges se déplacer. Toutes les 4 secondes, une lumière bleue les éclairait depuis l'engin, et pendant les 45 minutes suivantes, il est resté immobile. Finalement, il a bougé puis, à une vitesse incroyable, a disparu dans le ciel nocturne. Alors que le groupe pensait l'incident fini, de petits engins sont soudain descendus, puis 20 minutes après, le premier engin est revenu. Tous ces engins sont restés dans la zone pendant les 2 ans et demi suivants, et ils n'ont disparu de la vue que lorsque les nuages ont commencé à arriver. Tous ces engins sont revenus la nuit suivante avec les pilotes à l'intérieur. Gill voyait 2 créatures régler des instruments à l'arrière de la soucoupe, tandis qu'une 3e observait la foule rassemblée. Gill s'était lassé de simplement regarder, alors il décida de faire signe à la silhouette qui, à sa grande surprise, lui fit signe en retour. Quand un autre membre du groupe agita les bras vers l'appareil, les silhouettes firent de même. L'appareil finit par se déplacer sur une courte distance, et bientôt les nuages l'ont à nouveau dissimulé à la vue. La nuit suivante, 8 appareils sont apparus, et à un moment donné, Gill a entendu le bruit d'une énorme explosion, mais la source n'a jamais été identifiée. Ces incidents n'ont jamais été expliqués, mais de nombreuses personnes présentes ces nuits-là ont corroboré les récits de Gill. L'incident de Papouasie-Nouvelle-Guinée reste un mystère peut-être jamais élucidé. Numéro 1. Maud Crawford était sans aucun doute une femme remarquable. Elle a grandi dans les années 1920, à une époque où les femmes n'avaient pas les mêmes droits qu'aujourd'hui.
et la plupart se mariaient puis s'occupèrent de leur foyer et des besoins de leur mari. Mais Maud a suivi un chemin différent. Elle a été major de sa promotion au lycée et est ensuite devenue la meilleure candidate à l'examen du barreau, alors même qu'elle n'avait jamais étudié le droit. En 1927, elle est devenue la première femme avocate à Camden, Texas, et elle est finalement devenue la première femme membre du conseil municipal. Elle a été présidente de plusieurs organisations et a été élue femme de l'année de la ville en 1954. 3 ans plus tard, elle devint le centre d'un mystère non résolu, malgré tous les efforts de ses proches pour comprendre ce qui lui était arrivé. On sait qu'à l'époque, elle et son mari Clyde louaient certaines des chambres de leur grande maison à 4 locataires féminines et que le 2 mars 1957, aucune de ces locataires n'était à la maison. Maud était seule chez elle, une rareté car ses 4 locataires étaient partis pour le week-end. Sa cousine Martha rapportera plus tard qu'elle et Maud se sont parlé au téléphone vers 20h30 ce soir-là. Elle a ajouté qu'elle et son mari devaient rendre visite à Maud ce soir-là, mais qu'ils ont dû annuler car ils ont décidé de rester chez une amie à la place et qu'ils n'arriveraient chez Maud que le lendemain. Bien que Maud ait été un peu déçue que Martha n'arrive pas ce soir-là, elle n'était en aucun cas fâchée par ce changement de programme. Et selon Martha, elle était de bonne humeur à la fin de leur conversation. En rentrant après une nuit à boire et regarder un film, Clyde a vu que Maud n'était pas là. Toutes ses affaires étaient encore dans la maison et rien n'indiquait qu'il se soit passé quelque chose d'anormal, mais il n'arrivait tout simplement pas à la retrouver. Après sa disparition, la police a estimé qu'elle n'était pas partie volontairement, car elle avait prévu une réunion d'équipe pour une 30aine de femmes plus tard dans la semaine et n'avait aucune raison de disparaître. Clyde en a été suspecté un temps car il n'était pas aussi proche qu'un couple classique. Mais comme Maud était la principale source de revenus du foyer, il a été établi qu'il n'avait aucun motif de lui faire du mal et il a été innocenté de tout soupçon. On a alors soupçonné qu'une personne liée à une organisation criminelle était responsable, mais aucune preuve à l'appui de cette théorie n'a jamais été trouvée. Il a été conclu que la disparition de Maud résultait d'un acte criminel, mais personne n'a été identifié comme coupable et l'affaire reste non résolue. Toute personne ayant de nouvelles informations sur son affaire doit contacter le département de police de Camden au 870 836 5755. Le numéro de dossier Namas de Maud est MP 50978. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi, c'est Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.